Vous écoutez Julie Taylor, à Julie et compagnie. Mon invité aujourd'hui est Francis Gendron. Il est fondateur de Solutions ERA, qui est pour écologique, résiliente et abondante des bâtiments et un design de bâtiments écologiques. Et il est également fondateur de l'Oasis Eastman. Bonjour Francis. Bonjour, ça va bien? Oui, merci toi. Oui, vraiment, je suis content d'être là. Je suis contente que tu sois là également. C'est tellement un grand sujet, puis c'est tellement à point, je crois, pour le questionnement des individus, de l'humanité, à savoir c'est quoi les valeurs qui me conviennent, puis comment est-ce que j'aborde ça, puis comment est-ce que je vais de l'avant. Absolument, absolument. Puis c'est dans un des aspects, tu sais, je pense que ça touche plein d'aspects de nos vies, ces questionnements-là, mais l'habitation en est un des grands aspects de nos vies de toute manière. Fait que super intéressant de l'observer de cette manière-là. En effet. Francis, est-ce que tu es né dans la région ou tu t'es implanté dans notre région? Oui, bien, très spécifiquement, mettons, Sutton. Moi, j'habite à Sutton présentement. Ça, je suis venu ici, mais je suis né pas très loin, là, à Quaticook. Moi, j'ai été au secondaire à Sherbrooke, puis je suis né à Quaticook avant ça. J'ai été dans la campagne autour, Compton, Dixville, etc. Donc, ça, c'est là où je suis né et que je suis resté jusqu'en secondaire 5. Après ça, je suis allé étudier en Gaspésie, tourisme d'aventure en Gaspésie, à Gaspé spécifiquement. Et après ça, quand je suis revenu, je me suis installé dans le coin de Sutton. Est-ce que tu savais toujours que tu allais aboutir dans ce genre de situation où tu inspires les gens et tu les aides à définir leur projet pour une maison résiliente, autonome et écologique? Non, pas toujours. Non, je te dirais que je savais pas du tout, en fait, jusqu'à assez tard dans ma vie. Parce qu'au début, justement, je suis allé étudier en tourisme d'aventure. J'ai été guide de plein air pendant un bon bout de temps, dans des longues expéditions, qui m'a fait valoriser encore plus l'environnement, la nature, tout ça, parce que j'avais la chance d'être vraiment en proximité. Puis, et donc, c'est plus, là, j'avais 25-26 quand j'ai commencé à m'intéresser aux bâtiments écologiques. Puis, il y avait quelque chose, c'était pas juste un petit peu plus écologique qui m'intéressait, mais c'était justement un changement de paradigme que je trouvais vraiment intéressant qui était proposé aux États-Unis. Je suis allé étudier là-bas. Au début, c'était plus parce que moi, j'en voulais une. C'était juste pour moi, tu sais, c'était pour ma maison. Finalement, ça a tourné au début des conférences, éventuellement des journées de formation. Et puis, moi, je me sentais pas, vu que j'étais pas... tu sais, il y en a qui ont travaillé dans la construction pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, là. Fait que je me sentais pas du tout comme un expert, mais... j'avais le goût de créer quelque chose qui allait aider les gens qui voulaient designer leur maison de rêve, qui est aligné avec leurs valeurs. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que l'action que j'ai faite, c'est que j'ai rassemblé les 20 plus grands experts du Québec dans ce sujet-là pour offrir des formations qui m'ont donné l'info que j'avais besoin pour mes propres projets et maintenant des milliers d'autres personnes qui l'ont fait également. Quand tu dis que tu es allé aux États-Unis étudier ou prendre des informations ou participer, est-ce qu'on parle des Earthships? Oui, c'est ça, à l'époque 2012. Là. J'étais dans la première cohorte d'une nouvelle formation qui s'appelait la Earthship Academy. Et puis, c'est ça, j'étais allé étudier ça, qui est un modèle qui, finalement, s'avère pas idéal pour le Québec, mais que les principes sont transférables tout à fait. C'est juste qu'il faut les adapter à notre climat et tout ça. Et le co-living, je crois, a eu un impact. Donc, l'idée de créer un certificat en ligne, par exemple, est née comment? Donc, c'est ça. Donc, quand je suis revenu de la Earthship Academy, là, j'ai commencé les conférences, petits cours, et quand je donnais des formations d'une journée ou deux, on avait le temps de voir quand même des choses intéressantes, mais les gens me disaient « OK, mais ça m'intéresse vraiment, sauf que là, il m'en manque, là. Puis j'aurais aimé ça être accompagné un petit peu plus, puis tout ça, pour mon projet. » Et donc, c'est là qu'est née l'idée d'aller chercher les 20 experts. Et au début, ça a commencé vraiment en personne. On donnait les formations à Montréal. Et puis, éventuellement, il y a eu l'idée que, en fait, on louait des salles jusqu'à 200 personnes, puis il y avait plus de gens que ça. C'est un problème de qualité. Donc là, on s'est dit, OK, bon, on va commencer à être en ligne parce que... Puis il y avait des gens aussi qui ne pouvaient pas se déplacer à Montréal. C'était quand même 6 week-ends sur 6 mois. Donc... Et donc là, on a commencé ça, puis éventuellement, ben là, quand il y a eu la COVID, tout ça, bien entendu, on est devenu 100% en ligne pendant un bout de temps, et là, on a ajusté. Moi, je t'ai rencontré au certificat en design de bâtiments écologiques. Moi, j'ai juste fait l'intro, j'ai pas fait le cours. Oui, le 2 jours. Puis je fais du design d'intérieur. Et je sais quand même plusieurs choses, ça fait partie de ma job, mais j'ai apprécié comment je sais pas grand-chose finalement quand il s'agit de m'ouvrir aux nouvelles technologies, aux anciennes façons de faire, l'art de faire. Et j'aurais plein de choses à dire, puis on va les aborder une à une, mais je pense que dans un projet, quiconque aurait l'idée de démarrer un projet pour superviser, bâtir, designer une maison de leur rêve ou pour eux,
c'est important de savoir ce qu'on ne sait pas. Et le certificat est une excellente façon de savoir, d'avoir un avant-goût de où on doit tourner nos recherches, mettre notre attention et être prêt parce que lorsqu'on est dans un chantier, là, time is money, right? Absolument. Puis on aura déjà beaucoup de contre-coups, revirements. Oui, exact. Il faut continuellement s'ajuster. Alors, il faut définitivement savoir ce qu'on ne sait pas puis savoir ce qu'on sait, n'est-ce pas? Exactement. Puis prévoir le plus possible parce que, comme tu l'as dit, une fois que le chantier commence, c'est très rare que ça va mieux que tu penses. Fait qu'il arrive des choses dans un chantier, il manque un matériau, un des sous-contractants n'est pas disponible finalement. Et donc, il y a tellement de choses et d'ajustements nécessaires que mieux tu es préparé au début, c'est sûr. Plus c'est agréable, premièrement, plus l'expérience est agréable, puis plus tu peux avoir vraiment ce que tu désirais au final. Puis je vais y aller juste pour créer un sentiment d'enthousiasme. C'est qu'il y a aussi, au niveau de l'écologie, c'est pas juste de créer un environnement ultimement confortable ou sain, mais il y a aussi une façon de fonctionner dans la nature avec la nature. Si on voulait, par exemple, capter les eaux grises, détourner ça vers des potagers, c'est à l'infini. Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre ce certificat-là. Je trouve qu'il est vraiment génial. Oui. J'admets aussi que, tu viens de le dire, moi, je faisais pas de la construction, mais j'ai quand même osé, de par ma passion et mon enthousiasme, de persévérer puis d'offrir quelque chose. Oui, quand même. Moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça dans ma vie. J'ai pas... je suis allé à l'université, mais juste 1 an, puis c'était pour des sujets qui m'intéressaient vraiment. C'était pas pour avoir le certificat comme tel qui offrait. D'ailleurs, je l'ai pas eu parce que j'ai juste pris les cours que je voulais et non pas ceux que eux voulaient que je prenne. Mais tout ça pour dire que, effectivement, c'est un bel exemple où est-ce que, tu sais, j'étais assez humble pour reconnaître que j'avais pas l'information pour aider les gens, mais j'ai aussi été assez entrepreneur, je pourrais dire, ou, tu sais, utiliser le leadership pour dire... OK, bien, il n'y a personne qui offre cette formation-là, puis je sens qu'il y aurait de la demande, puis moi, je le veux. Et donc, peut-être que je peux aller juste rassembler les bonnes personnes, puis de toute manière, il n'y a même pas un des profs qui aurait pu donner la formation au complet. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Spécialistes dans un domaine et non pas le genre de généraliste c'est qu'on a besoin pour aborder. C'est très rare que, par exemple, le charpentier qui connaît les meilleures coupes de murs pour les différents types d'habitations est aussi un professionnel des panneaux solaires, et du calcul énergétique, parce que souvent, ça, c'est plus dans des électriciens ou des gens comme ça. La gestion de l'eau, souvent, ça va être plus des gens qui sont dans la plomberie, tout ça. Donc, il y a souvent une grande marge. En construction, c'est déjà très diversifié. Fait que là, quand tu rajoutes l'aspect écologique, résilient et tout ça, il y a peu de gens qui connaissent vraiment toutes ces choses-là puis qui seraient assez compétents pour bien les enseigner. Et dans le cours, on parle de plusieurs volets. Là, on vient de parler des choses techniques. Ça existe. C'est peut-être... en amont, avec plein d'autres questions, mais il y a d'identifier ses valeurs. Oui. On va commencer en parlant des maisons. Il y a les maisons résilientes. C'est pas tout à fait la même chose qu'une maison écologique. Alors, c'est à chaque individu de tirer l'information et de reconnaître ses valeurs, ses besoins et d'adapter. Parlons des étiquettes de maison, par exemple. Oui, super. Très bonne question. Les grands, là, qu'on parle régulièrement, la maison saine, souvent, la maison saine, le focus des gens, ça va être la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Plusieurs personnes ont déjà entendu parler des COV, composés organiques volatiles, les moisissures, des maisons qui sont plus vieilles. Des fois, ben il y a un certain âge parce que les vieilles, eux, ils étaient tellement pas isolés qu'il n'y avait pas de moisissure parce que le vent passe à travers les murs. Sauf qu'il y en a qui n'ont pas des bons échangeurs d'air, mais qui sont isolés, mais malheureusement pas tout à fait assez bien. Ben, il peut y avoir de l'accumulation. Tu sais, dans le fond, quand tu commences à isoler puis à rendre une maison étanche, il faut que ce soit bien fait. Si c'est fait à moitié puis qu'il reste de l'humidité dans les murs ou des choses comme ça, c'est là que tu commences à avoir des problèmes. Là, que ce soit des insectes ou que ce soit de la moisissure ou que ce soit la qualité de l'air, ou, ça peut causer des problèmes. Fait que, dans tous les cas, la maison saine, habituellement, le focus est autour de ça, la qualité de vie des humains à l'intérieur. Donc, en regardant les différentes failles, des fois, ça va aussi dans les champs électromagnétiques. Parce que maintenant, il y en a de plus en plus dans les maisons parce que notre technologie en a. Et, tu sais, sans du tout être un fervent de pas du tout, tu sais, de pas en avoir du tout, mais de juste avoir une intention de réduire, surtout dans les endroits clés comme la chambre à coucher. Pas avoir la tête juste à côté d'un faux micro-ondes. C'est rare, mais... La tête dans le micro-ondes. C'est ça, c'est une mauvaise place pour dormir. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour minimiser ça. Fait que ça, c'est l'exemple des maisons saines. Après ça, il y a les maisons écologiques qu'on entend souvent. Quand les gens nomment écologique, c'est pas nécessairement qu'ils veulent dire, mais habituellement, écologique, c'est en lien avec les changements climatiques. Donc, on parle souvent de la production de CO2. Donc, construire ma maison, est-ce que je suis capable d'utiliser des matériaux qui vont créer le moins de CO2 possible, moins de pollution atmosphérique possible? Mais une fois qu'elle est construite, ma maison aussi, à chaque année, quand je la chauffe et tout ça, est-ce qu'elle peut en consommer le moins possible également?
Et ça, donc, il y a la notion d'efficacité énergétique, mais il y a la notion aussi de ce qu'ils appelle énergie grise, c'est-à-dire si j'utilise un matériau ou par exemple des vitres dans ma maison, il y a la notion qu'elle est très performante, la vitre, ça c'est super, mais si elle vient d'Allemagne, c'est plus d'énergie la rendre jusqu'ici puis tout ça que si elle a été faite au Québec. On regarde, quand on parle d'une maison écologique, on pense au footprint de bâtir et que la maison existe. Absolument. D'accord. Oui, puis juste dire une petite note, parce que nous, au Québec, on voit pas ça encore beaucoup, puis c'est pas comme dans le cas du bâtiment et tout ça, mais en France, maintenant, c'est dans le cas du bâtiment de faire le calcul de l'énergie grise pour la maison avant de construire. Comme quand tu demandes ton permis, tu as besoin du plan d'architecte ou technologue. Oui. Et du plan de calcul de combien de CO2 ça va créer. Quand est-ce que ça pourrait arriver ici, là? Écoute, je le sais pas juste parce que nous, on va être en retard, c'est sûr, parce que énergétiquement, on est plus abondant que la France et on est moins dépendant de des sources qui viennent de des pays comme la Russie ou l'Ukraine, où est-ce que, tu sais, eux autres, c'est comme quand ça s'est arrivé, ils ont dit, OK, il faut accélérer, là. Ça nous prend des maisons extrêmement performantes dès maintenant. 5 ans? Et je dirais, ici j'aurais dit 2030, mettons. Okay. Probablement, je serais surpris que ce soit avant ça. Fait que c'est pas mal 5 ans. Je suis pas surprise. Ouais, d'accord. Ça. Ensuite, il y aurait la maison résiliente? Oui, exact. Donc, maison résiliente ou maison autonome, ça, c'est vraiment dans l'optique. S'il y a un problème, tu sais, hydro tombe ou il y a du verglas ou il y a quelque chose qui crée la grid, qu'ils appellent. Le grid en français, c'est quoi? C'est le réseau électrique. Okay. Le réseau électrique. Le réseau électrique pour toutes les maisons, lui, s'il arrête, la maison reste fonctionnelle. Donc, souvent, on parlait de panneaux solaires. On peut parler de capter ou d'avoir soit de l'eau de pluie ou sinon, c'est juste que grâce à mes panneaux solaires, ma pompe de pluie va continuer à fonctionner pareil. Il peut y avoir chambre froide, si jamais ça va jusqu'à la nourriture ou peut-être serre d'abondance. Donc, c'est des éléments comme ça qui sont rajoutés autour de la maison pour que eau, nourriture, chaleur, électricité soient pris soin, même si temporairement ou pour plus moyen long terme, puis accès justement à Hydro-Québec. Ça peut être aussi simple que d'avoir un four à bois. Four à bois, ça c'est une des choses qui est une des clés effectivement. Que tu sais, la plupart des gens qui habitent en campagne assez loin... Il y en a encore un, mais ils l'enlèvent pour d'autres choses. Oui, c'est ça, exactement. Pour le garder. Oui, exact. Ben ça peut être à considérer. Surtout si on a du bois, tu sais, comme ici à Norton ou Sutton, il y a du bois autour, là, tu sais, sur les terrains des gens et tout. Donc ça. Et puis là, après ça, oui, exactement. Donc le prochain modèle, c'est le prochain élément qu'on nomme souvent performance. Et là, on parle vraiment de des maisons qui... La vision des maisons vraiment performantes, c'est qu'il n'y a plus de chauffage puis plus de climatisation. Tu sais, c'est tellement bien isolé, tellement bien aligné avec le soleil, tout ça, qu'on réussit à réduire drastiquement. Au Québec, on n'est pas capable de l'amener à 100%, mais on est capable de l'amener à... Tu sais, ça réduit de 80-90% les besoins énergétiques lorsqu'on est dans une maison très, très performante. Donc, c'est assez impressionnant quand même. Oui. Évidemment, le style de vie... Oui. Le design. Là, on a parlé des matériaux, le concept, mais si on regarde le style de vie et comment ça impacte le design et tout ça, c'est très, très important. Tout à fait. Il y a quand même plusieurs éléments ici à se questionner puis à intégrer. Oui, absolument. Par exemple. Donc, au niveau du style de vie, puis là, je ne sais pas si c'est à ça que tu référais, mais il y a toutes les notions autour de... Bien, premièrement, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup poser les questions, c'est vraiment... À quoi est-ce que la personne aspire comme style de vie, justement, tout simplement. Fait que là, après ça, il y a ça inclut choisir le terrain. Là, on assume que quelqu'un veut construire, mais ça peut être aussi s'il veut acheter une maison, là, parce que nous, on aide les gens aussi à acheter puis rénover ou... Et je me rappelle très bien que vous aviez dit durant le cours, si on veut une maison vraiment écologique, parfois de partir déjà avec quelque chose, c'est la façon la plus écologique. Absolument. Absolument, parce que tu pars avec une maison qui existe déjà, parce que veut pas construire neuf, ça prend plus de matériaux que si c'est déjà là. Même dans un monde idéal, on dirait pas aux gens... Construisez-vous toutes des maisons super performantes puis abandonnons toutes les anciennes maisons. Ça ferait aucun sens. Donc, des fois, c'est la meilleure chose à faire. Donc, dans le style de vie, il y a où est-ce que je vais habiter. Donc, tu sais, il y en a qui adorent la vie de village. Il y en a qui adorent la vie de campagne, plus vraiment être retiré. Il y en a qui adorent la vie de ville. Tu sais, chacun de ces choses-là ont plein d'aspects qui sont super importants à considérer. Ça, c'est une des notions. Après ça, bien entendu, il y a les notions un petit peu plus classiques qui sont comme... J'ai 3 ados, je veux 3 chambres, tu sais, je veux 4 chambres à coucher, ou je veux donc toutes ces notions-là autour de ça. Ensuite de ça, il y a les valeurs qu'on a nommées. Ça déborde un petit peu dans le sens qu'il y a, oui, je veux avoir des panneaux solaires, je veux avoir ci, je veux avoir ça, mais il y a également à l'intérieur, si je veux, par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé, nous, on voulait vraiment bien manger, manger écologique, biologique, tout ça. Sauf que je prends pas le temps de faire ça. Et donc, nous, on avait choisi un style de vie comme quand même considérablement différent où est-ce qu'on vivait en co-living, tu l'as nommé un petit peu tantôt. Oui. Et donc, on a chacun chambre et suite, on a chacun notre petite mini-maison, mais on partage un salon infrarouge, des espaces communs, son infrarouge avec salon zen qu'on appelle, une salle d'entraînement, une salle de ping-pong et
une cuisine, puis on a eu pendant longtemps, là on l'a pas présentement parce qu'on est beaucoup en déplacement tout ça, mais un cuisinier à la maison qui faisait la nourriture pour le monde. C'est comme un Club Med. Presque, oui, c'est ça. On habitait au Club Med, mais à temps plein. OK. Alors, bon, ça, c'est pour le co-living, mais il y a d'autres formules également. On peut partir d'une peut-être bigénérationnelle. C'est une façon de co-living. C'est un petit peu différent, mais si on identifie nos besoins, nos aspirations et nos objectifs, moyen long terme, absolument, on peut aligner les choses. Puis ça, si tu veux, je sais pas si tu voulais en parler là ou plus tard, mais ça a beaucoup changé tout dernièrement. Là, beaucoup de municipalités, je sais pas pour Knowlton, mais Sutton l'ont fait, Val-David et plein d'autres, là, Québec, la ville de Québec, c'est qu'ils ont désiré simplifier, parce qu'avant, c'était intergénérationnel, duplex, après ça, intergénérationnel, c'était obligé d'être quelqu'un de ta famille. Il y avait donc, au niveau de la loi, il y a eu des changements significatifs pour les gens qui veulent tendre vers un co-living. Oui, bien pour habiter, tu sais, donc avant, ce qui était une maison unifamiliale, tout simplement, presque partout maintenant, tu peux faire une unité d'habitation accessoire. C'est un terme générique qui permet vraiment de dire, ben moi, dans mon sous-sol ou au 3e étage ou dans mon garage, je transforme ça en un appartement supplémentaire pour faire ce qu'ils appellent de la densification douce. Donc, les bâtiments ressemblent à avant, mais il y a plus de gens qui peuvent habiter dedans. Et ça, est-ce que ça entraîne des taxes supplémentaires et tout ça? Là? J'imagine que moi, j'aviserais quiconque à évaluer la question et de regarder à droite et à gauche là, l'impact sur le bien. Bien, absolument. Fait que oui, tu sais, je veux dire, ça devient comme une unité supplémentaire. Fait que là, je sais pas exactement ce que ça va changer au niveau des taxes, mais c'est sûr que ça va avoir un certain impact. Mais ça change pas que, en tout cas, à ma compréhension, c'est vraiment, je trouve que c'est un beau choix que le gouvernement a fait pour, je crois qu'il y a presque rien qu'il aurait pu faire qui va autant aider à faire du logement plus abordable. L'accessibilité. L'accessibilité, parce que c'était quand même un problème là, depuis plusieurs années quand même. Les prix ont augmenté Puis je pense que ça répond en deux temps. Ça répond à notre besoin de socialiser et de rester en communauté. La technologie nous tire vers nos écrans, mais en même temps, le besoin fondamental de l'humain, c'est de revenir en collaboration, en communauté. Et si c'est bien pensé, bien designé, c'est quasiment un win-win. Ah oui, vraiment. Puis tu sais, les UHA spécifiquement, ce que je trouve, c'est que tu perds vraiment pas parce que tu as ton propre appartement, tu sais. Fait que c'est juste, mettons, le sol est aménagé, puis là, il y a un appartement complet qui vient d'apparaître là. Il y a une personne qui peut vivre là. Elle peut monter en haut puis jaser, puis effectivement, la proximité fait qu'il y aura plus de, tu sais, vous partagez la cour en arrière, tout ça. Ça peut être quelqu'un parenté, ça peut être des amis ou de quoi même. Sauf que ce qui est vraiment le fun, c'est que ils vont pouvoir, donc ça permet d'être plus proche et en même temps d'avoir ton espace intime autant que si tu étais ailleurs. Puis là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que certains endroits permettent d'avoir 2 UHA. Donc, une maison avant qui était unifamiliale peut devenir une maison plus 2 UHA. Donc là, tu es rendu comme l'équivalent d'un triplex. Et ma sœur qui vit au BC, eux sont rendus à 3. Donc là, c'est une maison unifamiliale devient l'équivalent d'un quadruplex. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à me partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci. Puis ça rentre encore dans le style de vie et les valeurs, parce que si on veut de plus en plus de temps, on veut rentabiliser nos investissements rapidement. Et il faut considérer ça parce qu'on n'est pas que des bêtes de dette et de crédit. Il faut vraiment mettre ça dans l'équation. Absolument. On s'est fait miroiter plein de choses. Le succès, c'est ça, mais on revient à la base. Puis le succès, c'est la liberté, je crois. Bien, absolument. Puis effectivement, je veux dire, c'est des choix de vie qui changent une vie vraiment. Tu sais, quelqu'un qui dit je veux absolument une maison familiale, bien, il n'y a pas de problème, tu peux l'avoir, c'est juste qu'il y a un gros pourcentage de ton argent qui va aller là-dedans pour très longtemps, tu sais. Tandis que si tu choisis, bien, j'ai le même budget, mais je vais avoir une maison avec 2 UHA, et donc les coûts sont divisés à 3, puis en plus, si je suis le propriétaire, moi, la plus grosse partie de mon argent va sur le capital, donc c'est pas une dépense, c'est juste rembourser la maison que j'ai déjà. Eh bien, ça peut vraiment rapprocher la liberté financière, prendre une retraite plus tôt, des choses comme ça. Bien, c'est ça. Puis ça m'amène à un des éléments qu'il faut considérer, c'est le financement. Absolument. Puis la faisabilité d'un projet. Puis c'est des choses aussi que vous abordez pendant le certificat. Absolument. Puis avant 2020, avant la COVID, on en parlait moins. On en parlait déjà, mais moins. Là, on en parle beaucoup. Parce que le plus grand défi maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 5-6 ans de construire écologique parce que l'accessibilité est partout. Là. Les matériaux, c'est rendu plus facile. Tu peux acheter du chanvre genre au Rona. Là. Je veux dire, c'est comme tu peux acheter des choses vraiment plus facilement qui sont disponibles et qui rendent la maison beaucoup plus écologique. Sauf que c'est rendu dur d'acheter la maison ou d'acheter le terrain parce que c'est rendu tellement cher que ça prend de la créativité. Et je trouve que le gouvernement suit bien, parce que là, c'est unité d'habitation accessoire, ça fait une grosse différence. Et là, la SCHL
offre maintenant des financements hypothécaires qui permettent de prendre en considération les revenus des UHA, Unités d'habitation accessoire. Merci. Ouais. Puis SCHL. Oui, la SCHL, ça, c'est la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Mm-hmm. Donc ça, c'est ce que la plupart des gens utilisent quand même déjà pour l'hypothèque. C'est juste qu'ils ont du nouveau financement qui dit « Ah, tu veux rajouter un UHA, une unité d'habitation accessoire, dans ta maison? Mais regarde, parce qu'avant, c'était cool. Ah, ben oui, je peux faire ça, mais j'ai pas l'argent pour rajouter un... Tu sais, je veux dire, ça coûte quand même cher faire l'unité, même si c'est beaucoup moins cher que construire une nouvelle maison, ça coûte quand même de l'argent. Oui. Fait que les gens n'avaient pas nécessairement l'argent, mais là, ils disent « Ah, ben nous, on va prendre en considération le fait que, hey, tu vas avoir un revenu de 1 000 $ par mois. On le prend en considération dans ton prêt hypothécaire, fait que ça te permet beaucoup plus facilement d'aller réhypothéquer. Mais là, donc, c'est pas une hypothèque qui est juste une dette, c'est une dette qui te rapporte de l'argent parce que tu as créé un nouveau logement pour un ami ou quelqu'un d'autre qui va habiter là. Parce qu'il y a l'endettement quand tu traînes trop sur Amazon. Oui. Puis il y a le financement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, exactement. Là, tu as un actif qui est réel, qui t'appartient, puis en plus qui te rapporte de l'argent, c'est pas la même chose qu'acheter des gadgets sur Amazon. Puis souvent, quand on commence à avoir un plan de match qui est moyen-long terme, puis qu'on voit la fin, ça crée beaucoup d'enthousiasme, de motivation, de discipline. Et ça permet de vivre au quotidien, parce que le moment présent est très important, et de savoir pourquoi on a fait nos choix. Vraiment. Puis quand on les a mûris, quand on a ouvert des fenêtres sur des possibilités, c'est tellement plus facile de les intégrer puis de les assumer, n'est-ce pas? Je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais. Je le répète, le certificat pour le design de bâtiments écologiques est un incontournable pour laisser exister nos rêves. Des fois, ils doivent exister en veilleuse ou ils doivent exister sur papier pour trouver un chemin. Absolument. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, le client idéal du certificat, c'est quelqu'un qui veut construire sa maison d'ici, mettons, 5 à 10 ans. Parce que c'est pas obligé d'être l'année prochaine. Même, on encourage les gens à avoir l'information à l'avance pour laisser mûrir ça un petit peu avant d'être vraiment dans l'action. Parce que des fois, ça peut paraître un peu dernière minute quand tu te dis « je vais faire le certificat, puis dans 6 mois, je commence la maison ». C'est intense. C'est intense parce que c'est quand même un gros projet. Ça reste un gros projet, l'achat de maison puis construction. En effet. Puis, on parle de communauté à cause du style de vie, mais une communauté autour de bâtir une maison. Parce que là, on a juste parlé des principes, comment définir la maison qu'on va bâtir. Ensuite, il y a tout le projet puis le volet de la mise en action. Est-ce qu'on va la financer? Est-ce qu'on va l'auto-bâtir? Avec quelle communauté? C'est à l'infini, là. Ça prend plusieurs années. Oui, en effet. Puis, on n'ira pas dans tous les sujets. Non, mais revenons rapidement. Ça m'avait tellement ému que lors du certificat puis on recule, tu avais identifié qu'on était dans la troisième ère, troisième révolution. Oui, troisième révolution industrielle. Peux-tu les nommer les deux premières, puis ensuite où on est maintenant? Oui. Puis en fait, cette partie-là, c'est mon partenaire Fred qui l'a dit d'habitude, puis lui, il est vraiment très bon parce qu'il le fait souvent, puis il est passionné par ça, mais je vais essayer de faire le mieux que je peux. La deuxième ère industrielle... La première était-elle agricole? Oui, c'est ça. La première, c'est la révolution qui a amené... Ce qui change, c'est la... Attends, moi, je vais y aller de mes idées pour la 1 et la 2. Parfait, vas-y. Oui. C'est certain que je me trompe, mais vous allez comprendre le feeling. C'est que la première, c'était l'ère agricole où, au lieu de vivre sauvagement ou aller à la chasse, on pouvait avoir un contrôle sur nos sources de nourriture. Donc, on a fait des villages, on a fait des communautés, on a fait des fermes. Ensuite, c'était l'ère industrielle où on avait découvert la mécanisation. Et d'ailleurs, je veux juste dire une chose. Dans la première agricole, il y avait un sens que à la fin de la saison, à la fin d'avoir produit, on pouvait se la couler douce. Ça, c'était toutes les strates de société. Quand le travail était fait, on pouvait se détendre, reprendre nos énergies pour le prochain cycle de la nature. Dans l'ère industrielle, avec la mécanisation, soudainement, on a perdu ce tissu naturel et cyclique de tous les humains à la nature parce que là, la machine n'arrêtait jamais. Il fallait nourrir la machine et le principe du profit est né. Il n'y en a jamais assez de profit. Donc, ça devient le genre de greed to profit. Et là, on vient de défaire le cycle humain et le cycle de la nature. Donc, on s'impose sur la nature. Et enfin, la troisième révolution. Merci de l'avoir dit. C'était pas mal proche, en tout cas. Fait que merci beaucoup. La troisième qui arrive maintenant,
qu'on est en train de vivre vraiment depuis un petit bout de temps, c'est vraiment la notion de décentralisation. C'est-à-dire que pour faire que tu as appelé, tu sais, dans le fond, les usines, les industries, ce que tu as nommé de la deuxième, bien, pour faire ça, le plus facile, c'était on fait une grosse shop, puis il y a des gens, puis idéalement, c'est pas très créatif, là. C'est comme, voici, toi, tu vas faire ce mouvement-là toute la journée. Tu sais, c'est comme on va automatiser cet aspect-là. Tandis que dans la troisième, là, on est vraiment dans autre chose complètement, où est-ce que, justement, tout est en train de pouvoir être décentralisé avec les nouvelles technologies qu'on voit qui arrivent présentement. Ça a commencé, bien sûr, avec l'Internet. Oui. L'Internet et cet nouvel aspect-là qui est la reproduction. Mais c'était l'information, il ne faut pas oublier. Accès à l'information, c'est exceptionnel. Là, tu viens de unleash, tu viens de... Ça serait quoi? Sortir de l'enclos. Oui, c'est ça. Déchaîner. Déchaîner, merci. La connaissance. Ben oui, avoir accès à la connaissance, donc la créativité. On parle de ton projet, uniquement de ton projet. Il y a des zones où c'est des zones grises, on ne sait pas, mais on a accès à aller clarifier pour chaque individu. Donc, ça peut laisser naître des rêves. Absolument. Puis, ce qui est magique, c'est que même avant, mettons qu'il y avait les livres. Un livre, il faut l'imprimer, puis après ça, il faut le rendre à la personne. Sur Internet, attends un petit peu, je déduplique mon texte à l'infini, puis ça coûte rien, puis je peux l'envoyer à tout le monde en même temps. Puis, tu sais, c'est comme cette grande révolution-là. Oui, absolument. Ça a tout changé. Mais l'autre chose, c'est au niveau énergétique, où est-ce que jusqu'à présent aussi, il fallait toujours avoir, tu sais, mettons, j'ai soit une centrale nucléaire ou un barrage d'hydroélectricité, où j'ai une grande source qui, elle, produit toute l'énergie et après ça, l'envoie aux endroits spécifiques. Bien sûr. Donc, il y avait un contrôle, une centralisation de qui aurait accès à quoi. Absolument. Donc, le contrôle qui est soit gouvernemental ou soit privé. Une grosse entreprise, etc. Tandis que là, ce qu'on voit, c'est qu'on s'ouvre à un nouveau monde dans lequel, mettons, si on regarde pour l'énergie, les panneaux solaires font que je peux en avoir sur ma maison et je peux produire moi-même l'énergie dont j'aurais besoin pour le long terme avec ça. Ça dure vraiment longtemps, là, des panneaux solaires. Fait que c'est comme, pour ma vie, là, je pourrais produire mon énergie moi-même. Et après ça, c'est en train de s'en aller dans toutes les sphères parce que justement, je peux apprendre sur Internet moi-même. Je peux créé mon énergie moi-même. Là, ça, c'est moins connu encore, mais certains en ont entendu parler. Il y a les imprimantes 3D maintenant qui font que littéralement, je peux aller sur Internet, chercher un modèle de quelque chose que j'ai besoin, une tasse, n'importe quel objet, puis je peux faire imprimer l'objet que je désire également. Et donc, cette nouvelle vision-là, très décentralisée, où est-ce que les choses peuvent arriver d'un petit peu partout, c'est-à-dire aussi, avant, donc dans la deuxième révolution, c'était très rare que tu avais un petit bonhomme nowhere dans son garage qui faisait une invention qui allait tout changer parce qu'il fallait que tu sois dans le laboratoire, à l'université, tandis que maintenant, vraiment, avec Internet, si quelqu'un est motivé, il peut aller apprendre. Mais on entend souvent des histoires que même avec moins accès à des ressources comme en Afrique, des idées exceptionnelles sortent de là. Absolument. Donc, en fait, on est dans une transition, puis on fait le deuil de ce qui était, de ce qu'on connaissait. Parfois, ça peut être inquiétant, l'inconnu, mais on peut se réjouir que c'est le début d'une nouvelle ère complètement. Je suis dedans, donc on est first in. T'sais. Oui, absolument. Moi, je pense que sur plein de points de vue, puis comme tu dis, là, il y a des choses qui vont changer. L'intelligence artificielle qui se rajoute là-dedans vient accélérer ce changement-là, puis il va y avoir beaucoup de choses qui vont être différentes, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être très positives pour le plus grand nombre. Là. C'est ce qu'on en fait. Oui. Ben Francis, où est-ce qu'on peut te rejoindre? En passant, je voulais dire, parce que là, on va être obligé de se laisser, mais l'Oasis Eastman peut être également une façon de goûter à ce que peut offrir de démarrer un projet personnel. Absolument. S'il y en a qui aimeraient ça, voir à quoi ça ressemble une maison saine, écologique et résiliente dans laquelle on intègre tous les principes dont on discute, incluant la serre d'abondance, incluant les panneaux solaires, incluant tout ça et les matériaux sains dans le bâtiment, quelqu'un qui aurait le goût de vivre ça, ben à l'Oasis Eastman, c'est géré par le Spa Eastman, donc ils peuvent aller, puis ceux qui adorent le Spa Eastman, ben c'est encore plus le fun, ben oui, c'est ça. Puis vous pouvez demander de dormir dans l'Oasis Eastman, donc c'est un des pavillons qui est disponible là-bas. Ça peut être une belle manière de juste savoir, oui, ça me parle ou pas, parce que je le vis, puis ça peut être intéressant. Ça a été un plaisir, ça a passé tellement rapidement, puis il y a vraiment tout plein de choses encore à discuter. Oui, absolument. On peut te rejoindre à... Donc, vous pouvez me rejoindre solutionera.com, soit le site web ou sinon page Facebook, YouTube, etc., selon le canal qui vous convient le mieux. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Bye. Bye. Cette chanson Catchy Positive Upbeat Pop par Fred Bound de Free Music Archive est licenciée CC BY.